L'erreur, c'est de penser que les loisirs ne sont qu'une distraction ou une échappatoire. Il est confortable de croire que peu importe ce que tu fais de ton temps libre, tant que ce n'est pas nuisible. Mais ce confort est dangereux. La façon dont tu choisis tes loisirs révèle la différence entre te construire ou te gaspiller. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'expliquer pourquoi ceux qui réussissent ne misent pas sur des passe-temps choisis au hasard. Il s'agit de comprendre que ce que tu fais en dehors du travail compte autant que ta profession. Les loisirs peuvent entraîner ton caractère ou l'affaiblir. Et presque personne ne le prend au sérieux. Si tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, regarde comment tu occupes tes heures libres. Les médiocres attendent que le divertissement leur sauve la journée. Ceux qui progressent choisissent des activités qui exigent discipline, attention, stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est un schéma de comportement. Le bon loisir t'apporte discernement, compétences utiles et force de caractère. Le mauvais ne t'apporte qu'évasion. Ne confonds pas plaisir et progrès. Tu peux passer des années à t'amuser et rester tout aussi fragile, dispersé, sans discernement. Le changement commence quand tu choisis des loisirs qui t'obligent à réfléchir, à te mesurer, à t'améliorer. Quand tu comprends que le vrai repos est celui qui te rend plus fort, pas celui qui t'endort. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon, l'action cohérente, est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Première leçon. Choisis avec intention, pas par impulsion. Décider consciemment de tes loisirs, évite la médiocrité automatique. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Ton temps libre construit aussi ton caractère. Il n'existe pas de neutralité. Chaque choix additionne ou soustrait. La règle est simple, les loisirs que tu choisis délibérément te construisent. Ceux que tu suis par impulsion te stagnent. Choisir des passe-temps au hasard, simplement parce qu'ils divertissent ou font passer le temps, est une recette sûre pour la médiocrité automatique. Le loisir sans discernement est le terreau fertile où pousse la paresse mentale et le manque de direction. Si tu n'organises pas tes moments hors du travail, ces espaces se remplissent de distractions qui ne t'apportent rien. C'est confortable, oui, mais cela ne t'emmène nulle part de précieux. Chaque heure investie dans quelque chose qui ne t'exige pas ou ne t'améliore pas est une heure de moins pour te construire toi-même. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est une décision sur qui tu vas devenir. Exemple quotidien, tu rentres fatigué du travail. Sans réfléchir, tu allumes la télévision et passes 2 heures à regarder n'importe quoi. Ou tu ouvres ton téléphone et te perds dans des vidéos et des messages sans filtre. Tu dis que tu déconnectes, mais en réalité, tu cèdes ton temps à des habitudes qui ne t'apportent rien d'utile. Le salon reste silencieux, seulement le murmure constant de l'écran et le reflet bleu sur ton visage. Dehors, la journée se termine sans que tu remarques le passage des heures. Parfois, tu ne te souviens même plus de ce que tu as vu ou lu. À l'inverse, tu pourrais choisir un loisir qui t'apprend quelque chose de concret. Apprendre une langue, améliorer ta force à la salle, lire un livre qui challenge ta pensée, programmer, t'exercer à l'écriture, résoudre des problèmes de logique. Imagine une soirée différente. Tu poses le téléphone face contre table, tu ouvres ce livre en attente et tu lis 20 pages, ou tu sors marcher en écoutant un podcast dans une autre langue. À la salle de sport, tu croises les mêmes visages décidés. Il y a un salut bref, un regard de reconnaissance. La différence se voit, ton corps répond, ton esprit connecte de nouvelles idées. Même les autres le remarquent. On commence à te demander ce que tu lis, tes progrès physiques, ce nouvel intérêt que tu n'avais pas avant. Je ne parle pas d'éliminer le divertissement, mais de lui mettre une limite et de choisir une activité qui te construit, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Cette différence, répétée tout au long de l'année, sépare ceux qui avancent de ceux qui restent les mêmes. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Deuxième point. Leçon 2.
Ce que tu pratiques se remarque. Cultiver des passe-temps utiles élève la manière dont les autres te perçoivent. Arrête de remplir ton temps avec des distractions vides. Ne permets pas que tes loisirs ne soient que des échappatoires à la réalité. Choisis des activités qui te construisent, pas qui t'anesthésient. La norme est simple. Ce que tu pratiques au quotidien se reflète dans ton caractère et dans le respect que tu inspires. Chaque minute investie dans un passe-temps inutile est un vote en faveur de la médiocrité. Si tes loisirs ne t'apportent ni discernement, ni compétence, ni discipline, ils te font perdre. Les personnes à succès ne laissent pas leurs intérêts au hasard. Elles choisissent des passe-temps qui leur donnent des outils, qui les poussent à mieux réfléchir, à agir avec plus de maîtrise et à se distinguer des autres. Il ne s'agit pas de remplir le temps, mais de l'utiliser pour construire quelque chose en toi. Observe-le au quotidien. Le samedi arrive, le groupe se réunit. Certains parlent de la série du moment, de même, de la dernière tendance sur les réseaux. Toi, sans chercher à attirer l'attention, tu mentionnes que cela fait des semaines que tu perfectionnes une recette complexe, ou que tu as réussi à lire un livre difficile, ou que tu as terminé une formation technique. Les expressions changent. Il y a un court silence, puis des questions. Quelqu'un te demande d'expliquer davantage, un autre te demande le nom du livre. La conversation change de ton. Tu n'es plus un parmi d'autres. Le poids de ton discernement se fait sentir. Quelques jours plus tard, au bureau, un problème inattendu surgit. Celui qui passe des heures sur des passe-temps futiles reste silencieux, attend des instructions. Toi, tu proposes une solution basée sur ce que tu as appris en dehors du travail. Tu ne le dis pas pour te vanter, cela vient simplement. Les autres le remarquent. La chef t'observe un peu plus longtemps que d'habitude avant de répondre. Elle note quelque chose dans son carnet, pas besoin d'expliquer. La différence est déjà installée. À un autre moment, une connaissance te demande un conseil. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche celui qui a quelque chose de personnel derrière, celui qui a cultivé quelque chose au-delà du superficiel. Le respect ne s'exige pas, il se manifeste dans les détails, ta façon de répondre, de soutenir le regard, de choisir tes mots. Les autres ajustent leur manière de te traiter. Les invitations changent, les sujets de conversation aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est ton manque de discernement. Cette erreur semble petite, la suivante ne le sera pas. Maîtrise silencieuse. Leçon 3. Investis ton énergie, ne la gaspille pas. Te consacrer à des activités qui te défient renforce ta vitalité et ta concentration. Musonius Rufus a dit « Si tu désires le bien, obtiens-le de toi-même ». Traduction. Attendre des autres qu'ils changent ta vie, c'est céder ton pouvoir. La règle est simple. Choisis des passe-temps qui développent des compétences utiles et un jugement solide, où tu paieras le prix d'une vie médiocre. La plupart gaspillent des heures dans des distractions qui ne font qu'engourdir l'esprit. Le coût n'est pas seulement le temps. C'est la détérioration de ta discipline, de ton jugement et de ta capacité à te concentrer. Quand tu consacres ton énergie à des activités qui ne te défient pas, tu deviens plus faible, moins capable de faire face aux vrais problèmes. Chaque minute investie dans des passe-temps vides est une minute qui ne construit rien. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la façon dont ils utilisent leur temps en dehors du travail. Certains s'entraînent, d'autres se dissipent. Observe un après-midi ordinaire. Quelqu'un sort du bureau, traverse la ville en transports en commun avec des écouteurs sur les oreilles, plongé dans des vidéos courtes. En arrivant à la maison, l'écran du téléviseur s'allume presque par réflexe. Le canapé devient un refuge et les minutes s'évaporent. Personne ne remarque le passage du temps, sauf par le bâillement automatique et la sensation de lourdeur à la fin de la journée. Le lendemain, la conversation au travail tourne autour de la dernière série. Les visages sont les mêmes, les sujets aussi. Rien ne change. Ailleurs, à la même heure, quelqu'un d'autre rentre chez lui et enfile ses baskets pour aller courir. L'air froid lui frappe le visage. Mais il continue.
À son retour, il ouvre un livre, prend des notes. Peut-être consacre-t-il 1 heure à pratiquer un instrument ou à réviser des phrases dans une autre langue. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, seulement le silence et le progrès. La famille observe cet effort du coin de l'œil. D'abord avec scepticisme, puis avec une certaine curiosité. Un jour, quelqu'un demande comment il a réussi à apprendre quelque chose de nouveau ou pourquoi il semble moins fatigué que les autres. Le changement est visible, la posture, le regard, la manière de réagir aux problèmes quotidiens. Ceux qui se dissipent ne remarquent le vide que lorsqu'il devient trop évident, oubli fréquent, irritabilité, sensation de stagnation. Ceux qui s'entraînent voient les fruits dans les moindres détails. Plus de patience, moins de réactivité, des opportunités que d'autres ne voient même pas. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est ta vie et ton jugement que tu mets en jeu. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. La maîtrise, c'est choisir le défi quand personne ne regarde. Dans la prochaine leçon, je vais te montrer comment distinguer les activités qui te construisent de celles qui ne font que t'occuper. Leçon 4. Apprends à t'ennuyer sans abandonner. Soutenir la pratique quand la nouveauté disparaît. Entraîne ta véritable persévérance. Tu es à la salle de sport et après 2 semaines, la motivation s'évapore. Il n'y a plus de selfie, plus d'envie de te vanter. Tu répètes simplement la routine, sans applaudissements, sans nouveauté. Le bruit des haltères ne te dit plus rien. Tu sens la sueur sur ton front, mais il n'y a pas de satisfaction immédiate, seulement l'écho de tes propres pas entre les machines vides. Dans les vestiaires, les autres poursuivent leur conversation, mais tu n'as plus rien à raconter. Tu regardes l'horloge, comptant les minutes jusqu'à la fin, tandis que l'écran de ton téléphone reste noir, sans nouveaux messages ni notifications pour te distraire. Ou sur WhatsApp, tu rejoins un groupe pour apprendre quelque chose de nouveau, mais quand la conversation devient monotone, tu cesses de participer. Le groupe reste actif, mais ce qu'ils disent ne t'intéresse plus. Les messages s'accumulent sans être lus. Personne ne t'oblige à rester. Personne ne t'exige de terminer. Le silence de ton absence ne gêne personne. Cela ne se remarque que dans la liste des membres, où ton nom reste figé, sans activité, comme un meuble oublié dans un coin. La règle est simple. Ce que tu fais quand la nouveauté disparaît définit ton vrai caractère. La plupart abandonnent juste au moment où l'excitation initiale s'éteint. Ils confondent l'ennui avec un signal qu'il faut abandonner. Mais la compétence ne se construit pas dans les moments amusants. Elle se forge dans la lassitude, la répétition, dans la discipline de soutenir la pratique quand personne ne regarde et quand ton ego réclame une excuse pour tout arrêter. Si tu ne choisis que des passe-temps et des pratiques pour le plaisir immédiat, tu ne développeras jamais de jugement solide ni de compétences utiles. Ton seuil d'inconfort sera celui d'un amateur. Imagine-toi au travail. Tu commences un cours de spécialisation et, au 3e module, tout te paraît répétitif. Le professeur répète les mêmes concepts, les devoirs s'accumulent, et tu ouvres la plateforme chaque fois avec moins d'enthousiasme. Tu songes à abandonner parce que ça ne t'apporte plus rien. Mais c'est la voie de la médiocrité. Celui qui se démarque, c'est celui qui termine ce qu'il commence, même quand la seule récompense est de savoir qu'il a résisté à la tentation d'abandonner. Ou dans une relation, tout est nouveauté au début, mais quand la routine s'installe, tu cherches des distractions au lieu de maintenir l'engagement. Les conversations deviennent prévisibles, les silences plus longs et les sorties moins fréquentes. C'est ainsi que l'inconstance s'entraîne. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 5. Montre des résultats, pas des opinions. Laisse tes progrès parler pour toi, cela t'impose avec autorité. Marc Aurèle a dit « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » En pratique, le problème n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu l'interprètes. La règle est simple, ta vraie valeur se mesure à ce que tu produis, pas à ce que tu penses.
Beaucoup tombent dans l'illusion de croire que parler, commenter ou critiquer les rapproche du succès. La vérité est tout autre. Seule la discipline de développer des compétences et de montrer des progrès solides sépare ceux qui avancent de ceux qui ont toujours une opinion, mais jamais de résultat. Ton jugement se forge dans l'action, pas dans les paroles. Quand tu choisis des passe-temps qui développent des capacités utiles, le résultat devient visible et t'impose avec une autorité réelle. L'opinion est facile, le progrès non. Observe une réunion de travail. Quelqu'un prend la parole, expose des théories sur la façon dont le processus devrait fonctionner, critique la méthode d'un autre, suggère des changements. Quand tu examines son historique, il n'y a pas de livrable, aucun fichier terminé, aucune métrique pour soutenir ses paroles. Le silence gênant qui suit la demande de résultats en est la conséquence. Les autres le remarquent, regards échangés, gestes brefs de méfiance, notes griffonnées sur des carnets. En revanche, celui qui arrive avec un rapport terminé, une solution mise en œuvre, se contente de le montrer. Il n'y a pas de discussion. L'atmosphère change, les questions cessent, l'attention se porte sur le résultat. À la salle de sport, celui qui parle peu et s'entraîne chaque jour n'a pas besoin de défendre sa méthode. Le progrès est visible. La charge qui augmente sur la barre, les vêtements qui tombent différemment, la sueur laissée sur le banc. Les regards des autres s'attardent. L'entraîneur acquiesce en silence. Il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. À la maison, celui qui fait vivre la relation par des actions, prépare le dîner, résout un problème, tient ses promesses, n'entre pas dans de longs débats sur l'engagement. L'atmosphère est différente, moins de mots, plus de confiance. Les gestes deviennent directs, les disputes s'apaisent. Dans tous les cas, la conséquence est la même. L'environnement répond au progrès réel, pas à l'opinion. Le respect ne se négocie pas, il s'impose. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Leçon 6. Ton environnement fixe ton standard. T'entourer de personnes qui développent leurs compétences, élève ton propre niveau. Tu es à une réunion et le sujet dérive vers ce que chacun fait en dehors du travail. Certains racontent qu'ils passent des heures sur des jeux vidéo, d'autres sur des séries, et un seul mentionne qu'il apprend une nouvelle langue. Personne ne réagit. On passe au sujet suivant. Tu te demandes alors si cela vaut vraiment la peine d'investir du temps dans quelque chose d'exigeant quand personne autour de toi ne le fait. La règle est simple. Ton environnement définit ce que tu considères comme normal, et normal est le plafond de ton ambition. Tu quittes la réunion et tu rentres chez toi à pied. La conversation continue de résonner dans ta tête. Tu consultes ton téléphone. Le groupe WhatsApp regorge de mèmes, de plans pour de la restauration rapide, de blagues éculées. Tu proposes de vous entraîner ensemble ce week-end. Tu ne reçois qu'un emoji qui rit et quelques messages ignorés. Un silence sec, suivi d'une invitation à regarder le match. Tu prends une bière, tu t'installes sur le canapé et, sans t'en rendre compte, ton idée initiale de t'améliorer se dissout dans les rires et les distractions. Le cycle se répète la semaine suivante, puis encore la suivante. Si tu t'entoures de personnes qui ne cherchent que la distraction, ton critère s'aligne sur le minimum d'effort. Tu perds l'élan de t'exiger davantage parce que personne ne te le demande. La conséquence est invisible, mais dévastatrice. Ton standard se fige dans la médiocrité. Pas de pression positive, pas de comparaison qui dérange, pas de défi. Résultat, tu consacres ton temps et ton énergie à des passe-temps qui ne font qu'amuser, jamais construire. Tu perds des années précieuses à répéter ce qui est confortable et facile, tandis que d'autres avancent. Tu aperçois une connaissance à la salle de sport, s'entraînant seul. Il ne salue pas, il hoche simplement la tête. Il est concentré, il sort en sueur sans se retourner. Le lendemain, tu le vois sur les réseaux en train de partager une nouvelle certification. Le contraste est inconfortable. Ton groupe n'en parle même pas, comme s'il n'existait pas. L'écart se creuse. Pense au groupe WhatsApp avec tes amis de toujours. Si tu proposes d'aller courir,
Tout le monde trouve des excuses. Si tu suggères d'apprendre quelque chose de nouveau, il change de sujet. Que fais-tu? Tu t'adaptes. Tu choisis la voie facile. Jeux vidéo, bière, comme d'habitude. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'au même moment, ailleurs, d'autres s'entraînent, lisent, progressent. Eux deviennent des références, les uns pour les autres, et élèvent leurs standards. Toi, tu restes le même. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Dans la prochaine leçon, tu verras comment la discipline quotidienne dans tes pratiques personnelles détermine, sans marge d'erreur, le niveau de respect que tu inspires. Tout le monde n'est pas capable de supporter l'inconfort d'un environnement exigeant. Leçon 7. Ne te disperse pas. Un objectif, un loisir. Concentrer tes efforts sur une seule compétence accélère ton progrès. Ton problème n'est pas un manque de motivation ou de temps. C'est que tu te disperses dans trop de choses qui n'apportent rien. L'erreur, c'est de croire qu'essayer 1000 loisirs te rend plus complet. La réalité, cela ne fait que te fragmenter. La règle est simple. Choisis un objectif clair et un seul loisir qui développe une compétence utile, puis transforme-le en discipline quotidienne. Quand tu passes d'une activité à l'autre, tu n'avances jamais vraiment dans aucune. La dispersion se déguise en curiosité, mais en réalité, c'est un manque de discernement et de contrôle. Chaque fois que tu ajoutes un nouveau passe-temps juste pour te divertir ou suivre la mode, tu affaiblis ton véritable progrès. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de choses que tu essaies, mais dans laquelle tu deviens vraiment bon, car c'est là que se construit ton avantage et ton jugement solide. Au travail, tu t'inscris à tous les cours, guitare, cuisine, photographie, langue. Chaque semaine, tu commences quelque chose de nouveau, mais tu ne termines rien. Sur WhatsApp, tu te vantes d'avoir beaucoup d'intérêt, mais quand on te demande dans quoi tu es vraiment doué, tu ne sais pas quoi répondre. À la salle de sport, tu changes de routine chaque mois parce que tu t'ennuies, mais tu n'as pas de résultat clair. À la fin de l'année, tu as une liste de tentatives et zéro progrès réel. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. La dispersion a des conséquences concrètes. Observe ton bureau, rempli de livres ouverts à moitié, de cahiers dont seules les premières pages sont écrites, le reste est vierge, de matériel de peinture dont tu ne te souviens même plus de l'achat. Ton téléphone vibre avec des notifications de groupes différents, tous liés à une activité que tu n'as essayé qu'une ou deux fois. Des chaises couvertes de vêtements de sport, pour des disciplines que tu as abandonnées sans prévenir personne. Lors des réunions, quand le sujet des compétences est abordé, tu restes silencieux. Les autres mentionnent des réussites, des certifications, des projets terminés. Toi, tu fais un geste vague, tu souris, mais personne ne te pose davantage de questions. La conversation continue sans toi. Tes amis ne t'invitent plus à leur tournoi d'échecs ni aux sorties de randonnée. Ils savent que tu ne confirmes jamais ou que tu ne viens qu'une fois puis tu disparais. Au travail, ton chef cesse de te confier des tâches importantes parce qu'il sait que tu manqueras de concentration pour les terminer. À la maison, tes parents ou ton partenaire ne te demandent plus de nouvelles de tes projets personnels. Ils acquiescent simplement en silence, croisent les bras et changent de sujet. La maîtrise n'est reconnue que lorsqu'elle est visible. Leçon 8. Cesse de chercher la validation externe. Pratiquer par conviction et non pour l'approbation renforce ton discernement. Il y a quelque chose que tu dois accepter. La ligne qui sépare celui qui progresse de celui qui stagne est invisible, mais elle existe. Tout ce qui semble inoffensif ne l'est pas forcément. Si tu franchis cette limite, tu perds le contrôle de ton propre discernement. La règle est simple. Seuls ceux qui choisissent leur passe-temps par conviction et non pour obtenir l'approbation développent un discernement solide et des compétences utiles. Quand tu choisis tes activités en fonction du regard des autres, ton développement ne t'appartient plus. Tu deviens dépendant des réactions extérieures. Cela t'oblige à adapter tes intérêts et ton temps à ce que les autres attendent et non à ce que tu as réellement besoin de construire. Le résultat, tes compétences sont superficielles, ton discernement s'affaiblit,
Ton autodiscipline se relâche. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu sacrifies une croissance réelle pour une acceptation passagère. Pense à celui qui publie chaque progrès sur les réseaux en attendant des applaudissements, ou à celui qui ne suit un cours que si c'est à la mode parmi ses amis. Il choisit ses passe-temps, ses sports, même ses livres, seulement s'ils lui garantissent des j'aime ou des commentaires. Avec le temps, il devient incapable de pratiquer dans le silence. Il n'évolue pas et n'avance pas. Il ne fait que répéter ce que les autres valident. Quand il doit résoudre quelque chose d'important ou prendre des décisions sous pression, il n'a ni les outils ni le discernement nécessaire. Son progrès est une illusion. Regarde comment, dans une conversation, ce genre de personne attend des regards d'approbation avant d'apporter une opinion. Observe comment il vérifie son téléphone après chaque commentaire, cherchant des réactions, lisant les gestes des autres, ajustant sa posture selon l'ambiance sociale. Les silences le mettent mal à l'aise. Si personne ne répond, il se replie, évite d'approfondir. Son identité se dilue peu à peu dans ce que les autres considèrent acceptable. La conséquence est directe. Tu deviens insignifiant à tes propres yeux. Si tes passe-temps, tes pratiques et tes habitudes dépendent du regard des autres, tu ne construis jamais une base solide. L'approbation externe n'est jamais suffisante et ton discernement s'érode sans que tu t'en aperçoives. Ton véritable progrès s'arrête dès que tu commences à chercher des applaudissements au lieu de résultats. C'est ici que cela empire. La maîtrise est solitaire. Leçon 9. L'utile chasse le trivial. Remplacer les passe-temps vides par des compétences pratiques transforme ta vie quotidienne. Sénèque a dit « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre opinion sur ce qui arrive. » En d'autres termes, ta réaction définit ton pouvoir, pas la situation. La règle est simple. Ce que tu choisis de faire de ton temps libre révèle ton véritable jugement et détermine ta valeur réelle. Beaucoup pensent que le succès dépend de grandes opportunités ou de talents innés, mais le véritable facteur distinctif est la qualité de tes choix quotidiens. Les médiocres remplissent leurs heures de distraction bon marché et de passe-temps sans retour. Ceux qui progressent choisissent des loisirs qui développent des compétences utiles, du discernement et de l'autocontrôle. Si tes moments de loisirs ne t'exigent ni discipline, ni ne te laissent meilleur qu'avant, ils ne font qu'alimenter la faiblesse. Le choix délibéré d'activités pratiques te distingue de la masse, car il transforme chaque instant en investissement. Après le travail, observe la scène. La majorité sort en traînant les pieds, consulte des notifications sans regarder personne et s'assoit sur le canapé avec la télévision en bruit de fond. La télécommande passe de main en main. Personne ne dit rien de significatif. De l'autre côté, il y a celui qui ferme l'ordinateur, enfile ses baskets et part courir sous une légère bruine. Il rentre chez lui, prend un livre et note des phrases, ou il se connecte à un cours en ligne pendant que les autres ne se souviennent même plus de ce qu'ils ont vu à l'écran. Sur WhatsApp, les groupes se remplissent de messages vides. Les notifications retentissent, mais il n'y a aucun contenu qui vaille la peine. Certains lisent en silence, d'autres répondent par des monosyllabes. À l'inverse, ceux qui cherchent à avancer participent à des discussions où l'on analyse des stratégies, partage des documents, propose des projets. Le lendemain, ces mêmes personnes reçoivent des messages privés avec des invitations à collaborer sur quelque chose de concret. Le changement est visible. De nouvelles opportunités, une autre réputation. En couple, la différence devient évidente avec le temps. Certains répètent le même rendez-vous dans le même restaurant, parlent peu et regardent leur téléphone. D'autres choisissent de planifier ensemble un objectif, s'inscrivent à un atelier, organisent une longue promenade où surgissent des conversations différentes. L'ambiance change, il y a des défis, des silences gênants, mais aussi un respect croissant. Si tu cherches seulement la distraction, tu répètes le cycle. Si tu choisis de construire, tu t'en détaches. Le schéma, c'est toi, pas la situation.
Dans la leçon suivante, tu verras comment l'environnement que tu tolères définit ta norme et pourquoi accepter la médiocrité est la première étape pour la perpétuer. Leçon 10. Fais le même si tu n'en as pas envie. Agir avec constance, même sans motivation, c'est ce qui fait la différence. Ton problème n'est ni le manque de talent, ni l'absence d'opportunité. C'est que tu n'agis que lorsque tu te sens inspiré ou motivé. Tu crois que la motivation est le moteur, mais ce qui te fait vraiment couler, c'est l'incapacité à maintenir une routine utile une fois que l'émotion s'est éteinte. Le comportement qui sépare ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui stagnent est simple. Les personnes qui réussissent choisissent et maintiennent des loisirs, des habitudes et des pratiques qui construisent des compétences utiles, même si cela les ennuie, même si elles n'en ont pas envie, même si personne ne les applaudit. La discipline n'attend pas que le corps ou l'esprit le veuille. Elle s'exécute par devoir, pas par caprice. Se tromper soi-même, c'est penser que la réussite dépend de l'inspiration, que le jugement se forme seulement quand ça vient tout seul. Mais la réalité est différente. Le muscle du discernement se construit à chaque répétition inconfortable. Chaque jour où tu t'assieds pour écrire, lire, t'entraîner, apprendre quelque chose de précieux, même si la motivation est morte. Le médiocre attend d'avoir envie. Le discipliné agit de la même manière, qu'il en ait envie ou non. Cette différence qui paraît minime est un abîme dans les résultats sur 5 ans. Regarde dans le quotidien. Le médiocre rentre à la maison et allume la télévision parce qu'il est fatigué. Il zappe, dit n'importe quoi et se laisse aller sur le canapé avec la lumière bleue de l'écran sur le visage. Celui qui progresse se force à lire, à pratiquer, à programmer, à améliorer une compétence. Il passe la porte, pose son sac, se sert un verre d'eau et s'assied à son bureau pour réviser ce qu'il s'est promis de faire avancer, même si le silence de la maison pèse. Le médiocre abandonne la salle de sport à la 3e semaine parce qu'il ne ressent plus le rush du début. Le discipliné y va quand même sous la pluie ou quand la musique de la salle l'agace. Le médiocre choisit des loisirs qui ne font que divertir et se justifie en disant qu'il faut aussi profiter. Celui qui avance choisit des loisirs qui construisent du discernement, de l'autocontrôle et de la capacité à décider. Le premier se noie dans les excuses. Le second se forge dans l'habitude inconfortable. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Le médiocre commence à éviter ceux qui le confrontent à sa routine vide. Il baisse les yeux quand on lui demande où en est son projet. Le discipliné, même s'il ne parle pas de ses progrès, reçoit le respect silencieux de ceux qui observent ses actes. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Personne ne va te respecter pour faire ce qui est facile quand tu en as envie. Le respect envers soi-même et des autres se gagne en faisant ce que tu dois, même quand tout en toi crie que tu n'en as pas envie. Tu peux continuer à attendre d'être inspiré, mais le temps t'écrasera quand même. La différence entre celui qui construit et celui qui reste spectateur, ce n'est pas le talent. C'est qui agit quand la motivation n'existe pas. La maîtrise, c'est agir sans témoin. Le véritable progrès ne se cache ni dans la nouveauté, ni dans la distraction. Ce que tu choisis de faire pendant ton temps libre en dit plus long que tes paroles ou tes intentions. La différence entre avancer et stagner est simple. Pratiquer ce qui apporte, non ce qui divertit. La compétence se construit dans la répétition, la discipline et le renoncement au trivial. Le discernement n'apparaît pas de nulle part. Il se cultive en choisissant ce qui est utile, en affinant son environnement et en cessant de chercher l'approbation là où elle n'a pas d'importance. Il n'y a pas de raccourci ici. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'environnement que tu tolères fixe ton standard. Si tu disperses ton énergie, personne ne la concentrera à ta place. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est cela qui compte vraiment. Ce n'est pas une question d'envie, mais de faire ce qui doit être fait. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a été utile, abonne-toi. Maintenant tu le sais. Dans les relations humaines,
nous rencontrons souvent des personnes qui ne nous valorisent pas suffisamment, que ce soit en amour, au travail ou en famille. Aujourd'hui, nous explorerons la psychologie de l'attraction et la façon dont l'esprit réagit au manque d'appréciation, en intégrant des idées de la philosophie stoïcienne pour une compréhension plus profonde. Imaginez quelqu'un constamment ignoré ou sous-estimé par son partenaire, ses collègues, ses amis et sa famille, malgré ses qualités et ses talents. Que se passerait-il si cette indifférence se transformait en obsession? L'esprit humain est complexe et comprendre son fonctionnement est essentiel pour gérer nos relations. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet ». Cela nous enseigne que la perception d'être sous-évalué peut changer en interne. Avec les bonnes connaissances, nous pouvons être des aimants d'attraction, alignant toujours nos actions sur les principes stoïciens de vertu et de sagesse. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais de cultiver l'authenticité et le respect de soi. Lorsque nous nous valorisons et nous respectons, nous projetons cette énergie, attirant ceux qui nous apprécient vraiment. Vous avez probablement eu quelqu'un qui ne vous valorisait pas, un collègue, un ami ou un membre de votre famille. L'attraction humaine tourne souvent autour du désir de l'inatteignable. Sénèque, un autre stoïcien, conseillait de rechercher la sérénité et l'autosuffisance, de profiter du présent sans dépendre de l'avenir. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment devenir un aimant d'attraction, en utilisant les informations avec soin et de manière responsable pour améliorer nos relations et grandir en tant que personne. Les stoïciens nous apprennent à agir avec vertu et à rechercher le plus grand bien, comme le disait Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Aujourd'hui, nous explorerons des techniques issues de la psychologie et du stoïcisme pour retrouver l'attention de quelqu'un que nous avons perdu et renforcer notre présence et notre valeur dans les relations. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui prêtait beaucoup d'attention à vous, mais tout à coup, tout a changé? Si vous voulez que cette personne redevienne obsédée par vous, cette vidéo est faite pour vous. Peu importe si vous avez été abandonné ou peu apprécié, nous allons changer cette dynamique. La clé est de transformer la souffrance que vous avez ressentie en une puissante obsession de vous-même. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui, au début, manifesteront un grand intérêt pour vous, mais avec le temps, cet intérêt peut diminuer. Que pouvez-vous faire pour entretenir la flamme? La réponse réside dans la loi de la rareté. Cette technique, couramment utilisée en vente, peut être votre allié dans les relations personnelles. La loi de la rareté repose sur le fait que les gens valorisent davantage ceux qui est limité ou difficile à obtenir. Appliqué aux relations, cela implique de montrer que votre temps, votre attention et votre amour sont précieux et ne sont pas disponibles de manière illimitée. Imaginez que votre attention est comme une ressource rare. Si vous montrez que votre temps et votre énergie ne sont pas toujours disponibles, l'autre personne commencera à vous valoriser davantage. Cette technique maintient non seulement l'intérêt, mais renforce également votre propre valeur dans la relation. Il est crucial d'utiliser ces connaissances de manière responsable. Nous ne cherchons pas à manipuler, mais plutôt à construire des relations basées sur le respect et l'appréciation mutuelle. Les stoïciens prônent l'importance de fixer des limites saines et de montrer notre valeur intrinsèque. Imaginez que vous êtes dans un supermarché et que vous parcourez des allées pleines de produits. Il y a un article en particulier que vous voyez toujours au même endroit, toujours disponible. Ce produit ne crée pas d'urgence en vous. Pensez maintenant à ces occasions spéciales où un produit nouveau, différent et innovant sort, mais il ne sera disponible que pendant quelques jours. Du coup, tout le monde semble l'aimer. Personne ne veut manquer l'occasion d'y parvenir. C'est l'essence de la loi de la rareté. La loi de la rareté indique que lorsque quelque chose est perçu comme limité ou exclusif, sa valeur augmente et les gens se précipitent pour l'obtenir.
Ce principe s'applique aussi bien aux produits qu'aux relations personnelles. Dans les relations, si vous êtes toujours disponible et répondez immédiatement, vous risquez de perdre de la valeur aux yeux de votre partenaire. Une disponibilité constante peut leur faire perdre tout intérêt, sachant que vous serez toujours là. Comment appliquer la loi de la rareté dans vos relations? Commencez par valoriser votre temps et votre attention. Il ne s'agit pas de jouer, mais de montrer que votre temps est précieux et pas toujours disponible. Non seulement cela gardera votre partenaire intéressé, mais cela établira également des limites saines et favorisera le respect mutuel. À l'instar des produits exclusifs, vous devez vous valoriser et montrer que votre présence n'est pas acquise. Lorsque vous montrez que votre temps et votre attention sont précieux, les autres commenceront à vous valoriser davantage. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de reconnaissance et de communication de votre propre valeur. Ce faisant, vous renforcez vos relations et vous assurez que vous êtes traité avec le respect et la considération que vous méritez. Dans les relations, il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tout. Nous voulons être toujours disponibles pour quelqu'un que nous aimons, en nous adaptant à son emploi du temps et à ses projets. Mais est-ce la meilleure façon de construire une relation saine? Ne pas être toujours disponible peut avoir un effet positif. Garder vos propres projets et amitiés en dehors de la relation est essentiel pour maintenir l'intérêt et le respect mutuel. Un exemple courant est celui d'une personne qui, dans le passé, a toujours été disponible pour une personne importante à ses yeux. En s'adaptant à son emploi du temps et en excusant les comportements indésirables, leur relation ne s'est pas bien terminée. En reconnaissant et en corrigeant ses erreurs, elle a appris l'importance de conserver son indépendance et de se valoriser. Ne pas être toujours disponible démontrait que votre temps et votre attention étaient précieux, augmentant ainsi votre attractivité et votre respect dans la relation. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de fixer des limites saines et de montrer que vous vous valorisez. Ce faisant, vous améliorez vos relations et vous assurez que vous êtes traité avec le respect que vous méritez. Il était une fois une personne qui rencontra quelqu'un qui l'aimait vraiment, une personne très attirante et charmante. Elle était excitée à l'idée de passer du temps avec cette personne, mais dans cette excitation, elle a commis une erreur courante. Elle s'est mise dans une position inférieure et a mis l'autre personne sur un piédestal. C'est quelque chose que nous devrions éviter si nous voulons que quelqu'un s'intéresse réellement à nous. Il est essentiel de maintenir notre valeur et de ne pas nous mettre en position d'infériorité. Revenant à l'anecdote, cette personne a remarqué que l'objet de son intérêt était extrêmement accommodant, toujours prêt à faire ce qu'elle voulait. Ce comportement, au lieu de l'attirer, la bouleversait et lui faisait perdre tout intérêt. Chaque fois qu'elle lui demandait ce qu'il préférait faire, la réponse était toujours « ce que tu veux ». Ce manque d'initiative et de personnalité rendait la relation monotone et ennuyeuse. Ce comportement complaisant et sans caractère peut arriver à chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes trop disposés et toujours disponibles, l'autre peut cesser de nous valoriser. C'est une leçon importante. Ne mendiez pas l'amour. Valorisez-vous plutôt et montrez votre propre personnalité et vos préférences. La clé ici est d'avoir votre propre valeur. Ne vous mettez pas dans une position d'infériorité et n'essayez pas de plaire tout le temps. Montrer votre vraie personnalité et avoir vos propres opinions incitera l'autre personne à vous respecter et à vous valoriser davantage. La valeur personnelle est quelque chose que nous devons cultiver. Lorsque nous nous valorisons, nous augmentons notre attractivité et notre valeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de reconnaître et de communiquer sa propre valeur. Pour attirer les gens et les rendre obsédés par vous, le secret est de devenir la meilleure version de vous-même. La clé est de s'améliorer et de prendre soin de soi, ce qui non seulement attirera ceux qui ne vous valorisaient pas auparavant, mais suscitera également l'admiration de tout le monde autour de vous.
Concentrez votre énergie sur vous-même, vos intérêts et votre bien-être. Commencez par prendre soin de votre physique. Aller à la salle de sport, suivre une alimentation saine et prendre soin de votre apparence augmente votre estime de soi et projette confiance et énergie positive. De plus, cultiver votre esprit est tout aussi important. Être une personne avec qui vous pourrez avoir des conversations riches et positives vous rendra encore plus attractif. Passez du temps à apprendre de nouvelles choses, à développer vos intérêts et à garder un état d'esprit ouvert et curieux. L'indépendance financière est également cruciale. Avoir vos propres projets et être financièrement indépendant vous apporte sécurité et confiance, vous permettant de choisir avec qui partager votre temps et votre énergie. Imaginez être la personne que tout le monde veut à ses côtés, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ce n'est pas seulement un rêve, il est réalisable avec dévouement et concentration. Travaillez votre santé et votre apparence, gardez un esprit actif et averti et prenez soin de vos émotions. S'il y a des blessures émotionnelles, demandez de l'aide et améliorez votre bien-être émotionnel. Nous avons tous quelque chose à guérir et il est essentiel de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est là qu'intervient la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous devenez irrésistible, vous en attirez beaucoup et vous pouvez choisir avec qui être. Vous avez le pouvoir de décider qui entre dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui en déclarant « Je suis irrésistible ». Projetez de l'énergie et de la confiance, et ceux qui ne vous appréciaient pas auparavant vous admireront. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les autres, mais aussi de vivre une vie pleine et satisfaisante. Dans les relations, arrêtez de perdre du temps à courir après ceux qui ne conviennent pas. N'essayez pas de changer quelqu'un qui n'est clairement pas pour vous. Comment savoir qui est la bonne personne? Il doit répondre à 2 exigences. Vouloir être avec vous et partager votre vision de la vie. C'est simple, si quelqu'un veut être avec vous, vous n'aurez pas à le poursuivre. En cédant trop, vous pouvez défigurer votre personnalité et perdre votre pouvoir personnel. D'un autre côté, il y a aussi le risque de tomber dans l'extrême opposé, vouloir tout contrôler, persécuter, interroger et essayer de tout contrôler. Ce n'est pas non plus la solution. Si la personne vous convient, vous n'aurez rien de tout cela à faire. La relation se déroulera naturellement et facilement. Alors n'oubliez pas que si quelqu'un est vraiment pour vous, vous n'aurez pas besoin de le poursuivre ou de changer son essence pour vous adapter. Des relations vraies et saines sont basées sur le respect mutuel et la compatibilité naturelle. Cependant, pour atteindre et entretenir ce type de relation, il est essentiel d'appliquer certains principes stoïciens qui peuvent nous guider sur notre chemin de connaissance de soi et d'autonomisation personnelle. La philosophie stoïcienne offre des outils précieux pour transformer notre mentalité et notre comportement, nous rendant plus attrayants et respectables aux yeux des autres. Ci-dessous, nous vous présenterons 7 leçons stoïciennes qui peuvent vous aider à devenir une personne que les autres apprécient et qui finit par devenir obsédée. Ces leçons ne sont pas seulement des stratégies pour attirer l'attention, mais aussi des principes pour cultiver un caractère fort et vertueux, basé sur la maîtrise de soi et la sagesse. Première leçon, connaissez votre valeur. Reconnaître et valoriser votre propre valeur est un principe fondamental du stoïcisme, crucial pour que les autres vous valorisent également. Les stoïciens croyaient que la véritable force venait de l'intérieur et ne devait pas dépendre de l'approbation extérieure. Cette philosophie nous apprend à trouver notre valeur dans nos vertus et nos actions, et non dans les opinions des autres. Dans les relations humaines, connaître sa valeur signifie ne pas demander de l'attention ou de l'approbation. Lorsque vous appréciez votre propre valeur, vous projetez une confiance qui attire naturellement les autres, suscitant leur intérêt et leur admiration. Pour appliquer cette leçon, pratiquez quotidiennement l'estime de soi. Réfléchissez chaque jour à vos actions et à vos réalisations, en reconnaissant vos petites victoires pour construire une base solide de confiance en vous.
La philosophie stoïcienne nous apprend également à nous concentrer sur ce « qui est sous notre contrôle », nos actions, nos pensées et nos réponses. Au lieu de vous soucier de l'opinion des autres, agissez selon vos valeurs et vos principes. Vivre selon ses convictions, sans se laisser intimider par le jugement des autres, démontre une force intérieure très attractive. Il est important de se rappeler que se valoriser ne signifie pas être arrogant. La confiance en soi doit naître de l'authenticité et de l'humilité, valeurs sur lesquelles les stoïciens mettaient l'accent. Connaître votre valeur, c'est savoir que vous êtes suffisant et digne, quelle que soit la validation externe. Épictète, un exemple classique de la philosophie stoïcienne, est né esclave et est devenu un philosophe important. Il a enseigné que même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons conserver notre dignité et valoriser nos vertus. La pratique de cette leçon renforce votre estime de soi et suscite l'admiration de votre entourage. Lorsque vous vous valorisez, les autres perçoivent cette confiance et sont attirés par elle, créant ainsi des relations saines et véritables. Deuxième leçon, contrôlez vos émotions. L'une des leçons clés du stoïcisme est le contrôle des émotions. Les stoïciens croyaient que pour vivre une vie pleine et équilibrée, il est essentiel d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles. Cela est particulièrement pertinent dans les relations humaines, où des émotions intenses peuvent conduire à des conflits. Rester calme et posé dans des situations difficiles projette force et stabilité, des qualités très attractives pour les autres. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet. » Pour appliquer cette leçon, pratiquez la pleine conscience et la méditation. Ces méthodes augmentent la conscience de vos émotions et vous aident à les observer sans vous laisser emporter par elles. Lorsque vous ressentez une émotion intense, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Cette réaction est-elle utile ? Est-ce que cela correspond à mes valeurs de calme et de rationalité ?» Identifiez les déclencheurs émotionnels qui vous déstabilisent, comme les critiques ou les commentaires négatifs. Reconnaître ces déclencheurs est la première étape pour les gérer de manière rationnelle. Les stoïciens enseignent également l'importance de l'acceptation. Certaines choses échappent à notre contrôle et lutter contre elles ne provoque que frustration et stress. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par des émotions négatives, est essentiel. Marc Aurèle disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Contrôler ces émotions ne signifie pas les réprimer, mais plutôt les reconnaître et choisir une réponse réfléchie et consciente. Cela améliore votre vie et fait de vous une présence plus stable et fiable. Pratiquer le contrôle émotionnel renforce votre caractère et améliore vos relations, attirant le respect et l'admiration et devenant un modèle de comportement stoïque. Troisième leçon, pratiquez l'autonomie. L'autonomie, pilier du stoïcisme, peut transformer vos relations personnelles en faisant preuve d'indépendance et de sécurité. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur venait de l'intérieur et que nous devions nous maintenir émotionnellement sans dépendre des autres. Sénèque disait « Le plus grand bien est de se contenter de soi-même ». Pour pratiquer l'autonomie, identifiez les activités qui vous apportent joie et satisfaction, comme lire, écrire, faire du sport ou apprendre quelque chose de nouveau. Ces activités créent un sentiment d'accomplissement et de confiance en soi. Développez des compétences pratiques qui favorisent votre indépendance, comme cuisiner, gérer vos finances, prendre soin de votre santé et garder votre maison organisée. Ces compétences améliorent votre qualité de vie et augmentent votre confiance. Il est crucial de vous entourer d'un cercle de soutien qui respecte votre indépendance sans miner votre confiance. Les relations saines reposent sur l'entraide sans dépendance excessive. L'autonomie, c'est aussi accepter et valoriser sa propre entreprise. La solitude peut être une opportunité de connaissance de soi et de croissance personnelle, démontrant force et maturité émotionnelle.
N'oubliez pas que l'autosuffisance n'est pas de l'égoïsme. Il s'agit de prendre soin de soi afin de pouvoir être présent aux autres avec force. Pratiquer l'autonomie renforcera votre confiance et fera de vous une personne plus attrayante et plus résiliente. Cela améliorera vos relations personnelles et vous permettra de vivre une vie pleine et satisfaisante, démontrant que vous pouvez trouver le bonheur et la satisfaction en vous-même, une qualité profondément attrayante pour les autres. Quatrième leçon, cultivez la résilience. La résilience est essentielle dans le stoïcisme et valorisée dans toutes les relations. Être résilient, c'est faire face à l'adversité, surmonter les défis et se rétablir rapidement. Cette compétence renforce votre caractère et vous rend plus attrayant, démontrant votre force intérieure et votre stabilité. Les stoïciens enseignaient que la vie est pleine de difficultés inévitables et que notre réaction face à elles définit notre caractère. Marc Aurèle disait « L'adversité présente l'homme à lui-même », soulignant que les difficultés sont des opportunités de croissance et de connaissance de soi. Pour cultiver la résilience, adoptez un état d'esprit d'acceptation. Reconnaissez que la vie est imparfaite et que les défis font partie de l'expérience humaine. Au lieu de vous sentir victime, acceptez les difficultés et cherchez des solutions pratiques. La résilience ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les résoudre de manière pragmatique. Faites preuve d'autocompassion, soyez gentil avec vous-même dans les moments difficiles et acceptez que faire des erreurs fait partie du processus. Épictète nous a conseillé d'être notre meilleur ami dans les moments difficiles. Renforcez votre résilience physique et mentale grâce à l'exercice, à une alimentation saine et à des activités mentalement stimulantes telles que la lecture et la méditation. Les stoïciens recommandaient également de maintenir une attitude positive, de se concentrer sur le bien et de reconnaître les bénédictions, même dans les moments difficiles. Sénèque a dit « La fortune sourit aux esprits préparés ». Pratiquez la résilience dans les petites choses du quotidien, en relevant les défis mineurs avec une attitude positive pour renforcer votre capacité à faire face à des problèmes plus importants. Chaque obstacle surmonté contribue à une solide résilience, vous rendant plus fort et plus équilibré. Cette qualité améliore non seulement votre vie personnelle, mais renforce également vos relations, car les gens sont attirés par ceux qui font preuve de courage et de stabilité face à l'adversité. Cinquième leçon, pratiquez la gratitude. La gratitude est un principe puissant du stoïcisme qui améliore vos relations et votre bien-être. Les stoïciens croyaient que la gratitude nous concentre sur le positif et nous fait apprécier ce que nous avons, au lieu de regretter ce qui nous manque. Cette attitude transforme les interactions et est très attractive. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit sur l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que la vie offre, même pour les difficultés, en considérant chaque expérience comme une opportunité de croissance. Pour pratiquer la gratitude, faites un effort conscient pour reconnaître et valoriser les bonnes choses de votre vie. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient petites, comme une conversation agréable, ou grande, comme la santé et la famille. Exprimer régulièrement sa gratitude renforce les liens et crée une atmosphère de respect mutuel. La gratitude peut également être pratiquée dans les moments difficiles, en trouvant le côté positif de chaque situation. Cela améliore votre humeur et démontre votre résilience. Pratiquer régulièrement la gratitude présente des avantages prouvés pour la santé mentale et physique, réduisant le stress et améliorant le sommeil et la satisfaction de vivre. N'oubliez pas que la gratitude doit être authentique, reconnaissant à la fois les avantages et les défis. Cultiver la gratitude développe une vision plus positive et équilibrée du monde, améliorant vos relations et contribuant à une vie plus heureuse. La gratitude, selon les stoïciens, est la clé du bonheur et de la paix intérieure, ainsi qu'une puissante attirance pour les autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.